Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Contrat secret de 45 milliards de francs CFA pour l'achat d'armement. Le gouvernement réagit à la polémique et apporte des précisions. Selon son porte-parole, le contrat en question a été signé conformément à la réglementation et approuvé par des services compétents de l'État. Un contrat classé sous le sceau secret défense et exclut ainsi du champ d'application du Code des marchés publics. Le secrétaire général de l'AJ-PADS réagit à ce démenti du gouvernement. Selon Mamadou Diop Decroix, les faits sont extrêmement graves pour qu'un simple communiqué les justifie. Et pendant ce temps, des organisations de la société civile se chargent du combat contre le troisième mandat et demandent à Macky Sall de trancher la question pour éviter toute forme de tension dans le pays. Les détails à suivre. Vers un ralentissement de la croissance à plus de 3% en Afrique subsaharienne. C'est ce que révèle le rapport du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques de cette région. 3 grands phénomènes mondiaux ont affecté ces perspectives, des phénomènes à découvrir dans cette édition. Dans la rubrique environnement ce jeudi, coup de projecteur sur un artiste qui a choisi d'utiliser son art pour mettre en avant le travail des femmes dans la préservation des écosystèmes. De très belles images à découvrir en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a quelques jours, la presse sénégalaise diffusait des informations concernant la signature d'un contrat secret pour la fourniture d'armement entre le ministère de l'Environnement et une société nigériane. Le gouvernement du Sénégal réagit. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le contrat en question a été passé conformément à la réglementation en vigueur, réglementation qui exclut du Code des marchés publics des prestations réalisées pour la défense et la sécurité du pays. Classées secret défense, elles sont incompatibles avec les mesures de publicité exigées par le Code des marchés publics, selon Abdou Karim Fofana dans un communiqué signé ce 27 octobre. Et puis un communiqué qui fait réagir Mamadou Diop Decroix, le secrétaire général de l'AJ-PS, estime que le gouvernement ne doit pas se limiter à un communiqué pour une question aussi sensible. Selon l'ancien député, il urge de mettre en place un mécanisme de contrôle plus de transparence dans ce genre de transactions. Je vous propose de l'écouter. Je crois que l'accusation est quand même suffisamment grave. Vous venez de me dire que le gouvernement a publié un communiqué dans lequel il montre que c'est une affaire qui relève du secret défense. Si je peux comprendre effectivement que dans le domaine de l'armée, des forces de défense et de sécurité, qu'il puisse y avoir un certain niveau de secret, c'est tout à fait normal, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Mais dans ce cas-ci, lorsque des accusations aussi graves sont proférées, l'État ne peut pas se limiter à un simple communiqué. Je crois que des dispositions doivent être prises qui puissent permettre à un mécanisme de contrôle, pour s'assurer que les accusations qui sont formulées ne sont pas fondées, ou alors pour conclure qu'effectivement il y a problème, et en ce moment il faut actionner les mécanismes qui permettent de sanctionner. Mamadou Diop Decroix était l'invité de Kenwas Kanui avec El Hadj Malick Cissé. L'actualité ce jeudi, c'est aussi la société civile sénégalaise qui invite Macky Sall à ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Elle a lancé officiellement une initiative citoyenne contre la troisième candidature de Macky Sall, et à travers le slogan Diamaguène, troisième mandat, les organisations de la société civile invitent le chef de l'État à se prononcer sur la question pour éviter des tensions. Plus de détails avec Cheikh Hassan Fall.
Anticiper pour éviter d'être confronté au même problème de 2011. Voilà la raison qui justifierait la mise sur pied de cette plateforme citoyenne Jàmm-gën troisième mandat. Pour le coordonnateur du mouvement Y en a marre, le président Macky Sall n'a pas le droit à l'erreur. Entre 2011 et 2012, tout le combat citoyen qu'il y a eu autour de Touche pas à ma constitution, autour du M23, combat aussi qui a impliqué des hommes politiques à l'image de l'actuel président de la République, Macky Sall, qui a été le principal d'ailleurs bénéficiaire de cette lutte. Et l'objectif c'est de dogale mbir ñi. Dogale mbir yi, c'est une initiative préventive qui vise à s'adresser au président Macky Sall pour faire en sorte qu'on ne tombe pas encore dans les travers qu'on a connus. Des acteurs de la société civile qui ne demandent au chef de l'État que de faire preuve de bonne foi et de respecter sa parole. Jàmm moo gën troisième mandat. Nous ne voulons que la paix pour le pays et cette stabilité passe par le fait que le chef de l'État renonce à se présenter à un troisième mandat. Et s'il le fait, il ne fait que respecter sa parole. C'est lui-même qui l'a dit et nous savons pourquoi il l'a dit aussi. Car quand il s'est battu avec nous en 2011 contre la troisième candidature de Wade, c'est par la suite qu'il a verrouillé la Constitution en disant que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Et si ces acteurs de la société civile se lancent dans l'anticipation, c'est parce qu'il y a des prémices qu'il faut freiner à leurs yeux. Quand quelqu'un comme le directeur général de la RTS prend la parole et va jusqu'à dire nous allons tordre le bras au président de la République, quand le nouveau directeur de la SAPCO dit que même s'il y a des troubles, le président va se présenter à une troisième candidature. Mais on ne comprend plus. L'affaire, ce n'est pas une affaire de droit. C'est une affaire de moralité. Et les hommes politiques veulent nous habituer à des interprétations circonstancielles. C'est ce qu'il ne faut pas accepter. Après le faux pas forcé pour Wade en 2011, les mouvements de la société civile lancent Jàmm-gën troisième mandat, tout en espérant éviter la confrontation. Un ralentissement de la croissance à 3,6%, c'est la prévision du Fonds monétaire international pour les régions de l'Afrique subsaharienne selon le FMI. Cette situation est due à la hausse de l'inflation mondiale. L'institution a présenté ce jeudi le rapport 2022 sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Voyons tout cela avec Amadou Bari et Seydina Mbaye. Le FMI a... Dans ce rapport de 26 pages sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire note un ralentissement généralisé des économies impactant la croissance qui baisse d'1 point pour l'année 2022. La conjoncture mondiale n'épargne aucun pays, mais les pays du continent sont parmi les plus touchés, selon le chef de prévision régionale au FMI. Il y a un ralentissement mondial international qui affecte l'Afrique de plein fouet, un resserrement des conditions financières internationales, des difficultés d'accès aux marchés internationaux, et il y a aussi évidemment une hausse des prix des produits de base et notamment des prix des produits alimentaires qui renchérissent la facture d'importation pour bon nombre de pays africains. Une des raisons principales, c'est, la guerre en Ukraine. L'institution du Bretton Woods constate des fortunes diverses pour les pays subsahariens, catégorisés selon leur monnaie en taux de change fixe et en taux de change flexible. Avec un taux de change fixe, la zone UEMOA, dont fait partie le Sénégal, s'en sort relativement mieux, d'après l'un des auteurs du rapport. Je dirais que les perspectives dans la sous-région de l'UEMOA sont plutôt plus fortes que dans l'Afrique en moyenne, notamment parce que certains pays ont une bonne gestion macroéconomique et il y a encore un niveau de soutien par les États de l'activité économique qui reste assez fort. Le Sénégal a une croissance aujourd'hui qui est au-dessus de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire ? Entre 4 et 5%. Le FMI recommande 4 priorités majeures aux pays subsahariens pour faire face à la conjoncture. La première, je dirais, c'est la lutte contre l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, on a 120 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, soit plus d'une personne sur 10. Il faut faire des mesures de soutien aux populations les plus vulnérables. La deuxième priorité, c'est la lutte contre l'inflation. Il faut augmenter les taux d'intérêt de façon graduelle, de façon prudente, pour faire en sorte que cette inflation ne dérape pas et ne devienne pas incontrôlée. Autre priorité préoccupante pour l'institution financière mondiale,
c'est la dette publique. Celle-ci a doublé en une décennie dans certains pays du continent. Le dernier défi, c'est le changement climatique. Très touchés par le phénomène, les pays du continent sont invités à s'adapter en développant une économie plus verte et résiliente. Les membres du collectif des impactés du train express régional arrêtés lors d'un rassemblement à Sébikotane la semaine dernière sont désormais libres. Une annonce du directeur général de l'APIX, Abdoulaye Baldé, a également fait savoir que tous les impactés de la deuxième phase seront indemnisés selon le barème établi. Il a visité le trajet à Dakar-Diamniadio du TER. Le voici au micro de Babacar Seck. Nous avons déjà reçu une partie des impactés du TER hier qui est la première phase. Nous avons vraiment aplani l'ensemble des divergences. Il y avait quelques impactés qui n'avaient pas été retrouvés, donc, dont les pensions n'avaient pas été payées. Donc nous avons fait le point avec la coordination nationale des impactés. Et ensuite, il y a un site de recasement qui est en aménagement dans la zone du lac comment on l'appelle encore, le lac Rose. Et donc nous allons accélérer les choses de manière vraiment à reloger tous ceux qui doivent l'être et à indemniser tous ceux qui devront l'être. Nous allons appliquer un peu le même système pour la deuxième phase. J'en appelle seulement à la responsabilité des uns et des autres. La première phase ne répond pas aux mêmes normes que la deuxième. Nous étions dans une zone urbaine et dans la deuxième phase, elle est plus ou moins rurale. Par conséquent, les taux qui doivent être appliqués ne doivent pas être les mêmes. Mais souvent aussi, on fait un mauvais procès à l'APIX. C'est tout un processus qui est fait pour évaluer les impenses, pour faire de la conciliation. Et on ne procède pas au paiement sans que cette étape qui est dirigée par les autorités administratives, par tous les services techniques de l'État, qui répertorient et qui calculent les taux d'indemnisation, que ce soit les impenses ou le foncier. Et puis, recrudescence des violences faites aux femmes, des organisations de la société civile se mobilisent. Les militants pour la protection et la promotion des droits des femmes dénoncent le silence des autorités, mais aussi le traitement médiatique de ce sujet par la presse nationale. En conférence de presse hier, ils ont annoncé la tenue d'un grand rassemblement le 19 novembre prochain. Plus de détails avec Camille Diouf. Diourbel 80%, Dakar 55%, Saint-Louis 45%. Pourcentage des violences faites aux femmes, des chiffres qui font froid dans le dos, selon la société civile féminine qui dénonce cette recrudescence des violences et des meurtres envers les femmes. Maïmouna Astundiaï est membre de la société civile. Si nous nous référons quand même aux statistiques les plus récentes, le taux de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles en voisine, 60%, varie d'une région à une autre. Cette étude est réalisée donc par GEST qui, en 2016 déjà, nous indique que ces violences sont exercées par des hommes sur des femmes. 60% des cas sont des agressions sexuelles, un paradoxe selon ces féministes vu l'ensemble des conventions qui luttent contre les agressions sexuelles ratifiées par le Sénégal. 68% des victimes de VBG au Sénégal ne font pas recours à la justice. Si vous conviendrez avec moi que c'est un paradoxe que ces chiffres soient aussi élevés, car le Sénégal quand même est signataire de l'ensemble des conventions et traités internationaux pour lutter contre les VBG. Toute griffe dehors, ces femmes fustigent également le traitement médiatique réservé aux cas de meurtre, le silence des autorités et aussi des criers. Il est honteux aujourd'hui de remarquer encore une fois la manière dont les médias traitent les informations sur les féminicides. Ce type de traitement déresponsabilise les agresseurs sexuels. Nous constatons avec regret, et on le dit ici, le silence de nos autorités. L'heure est à l'action selon ces femmes qui annoncent un rassemblement le 19 novembre, Ouasso Tunkara. Donc cette conférence de presse fait partie de plusieurs actions que nous allons mener tout au long de ce mois. La date du 19, nous aurons une grande mobilisation. Ces femmes sont déterminées dans ce combat. Elles demandent aux autorités de prendre des mesures urgentes face à cette insécurité grandissante vis-à-vis des femmes. Car l'amour ne doit nullement pas être synonyme de souffrance et
Et puis Jigéen mooy leer, c'est le nouveau programme du ministère du pétrole et des énergies pour faciliter l'accès des femmes au métier de l'énergie en collaboration avec le Millennium Challenge Account. Il a pour objectif de rendre le secteur inclusif pour les femmes. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu hier mercredi. Plus de détails avec Héloïse Blondel et Mafalfal. Au Sénégal, les femmes occupent moins de 25% des emplois de l'énergie. Le programme Jigéen mooy leer vise à résoudre cette situation par un accompagnement professionnel complet. Il est important dans un premier temps de s'assurer que le programme est solidifié. Et donc, dans la phase pilote, nous allons travailler avec 50 stagiaires. On va s'assurer que ces 50 stagiaires vont être bien encadrés dans les sociétés d'électricité, dans les sociétés d'énergie au niveau du Sénégal. Et à l'issue de l'encadrement, à l'issue du stage, on va également lancer un processus de monitoring. On va les accompagner pour essayer de trouver, dans la mesure du possible, des emplois pérennes. 50 jeunes diplômés peuvent désormais candidater dans les entreprises partenaires. Un projet à hauteur de 550 millions de dollars américains, financé en partie par la Millennium Challenge Corporation. La promotion d'inclusion et la participation économique des femmes est fondamentale à notre modèle, notre mission de MCC, qui est de réduire la pauvreté par la croissance économique. Des années, des études démontrent que la participation et des opportunités des femmes entraînent des économies plus fortes à la fin. La promotion de la présence des femmes s'inscrit ainsi plus largement dans une valorisation d'une économie plus équitable pour les jeunes Sénégalaises. Traitement de l'information par les médias publics, le Conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie pose le débat autocensure dans le traitement de l'info et inaccessibilité, principaux problèmes du service public de l'information selon le tribunal des pairs. C'était lors des rencontres dénommées cas d'école organisées à la Maison de la Presse. Plus de détails avec Aliou Sow et Seydina Mbaye. Des journalistes se sont réunis pour réfléchir sur l'organisation, le contenu, le cadre institutionnel et le management des médias publics. Le problème de l'accès de tous les partis politiques dans ces médias a été aussi au menu, une obligation selon l'ancien directeur général de la RTS. Mais il faut identifier les partis politiques qui sont en règle d'après lui. Il se pose aujourd'hui effectivement la question de l'accès des acteurs politiques aux médias de service public. Cette question, je pense, doit être réglée d'un point de vue réglementaire. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, il y a près de 400 partis. Quand vous avez 400 partis, que vous soyez médias de service public ou médias de service privé, il est extrêmement difficile de donner la voix et de donner chapitre à chacun et à tous. Je pense qu'il faut commencer par appliquer la loi aux partis politiques eux-mêmes. Quels sont aujourd'hui au Sénégal les partis politiques qui sont en règle? En plus de la politique, l'ancien directeur général de la télévision nationale du Sénégal souhaite la mise en place des espaces publics d'expression pour tous les porteurs de projets. À part les gens qui injurient, à part les gens qui sont dans l'invective, tous ceux qui ont des points de vue contradictoires, qui ont leurs sentiments, qui pensent que le Sénégal dans tel ou tel secteur doit marcher de telle manière, on voit au chapitre. Et ce n'est pas seulement les politiciens. Ça peut être des citoyens, n'importe quel, lambda, etc. Ça peut être n'importe qui a son point de vue. Il doit avoir ses espaces d'expression. Mais tout ça doit être dans un environnement organisé. Injures et diffamations sont fréquents sur les plateaux télé aux yeux de Diemati Fall. La journaliste membre du CORED impute la responsabilité aux journalistes. Vous aimez tellement, je ne sais pas, vendre vos organes ou vos journaux que vous traitez n'importe quoi. Vous invitez n'importe qui. Je suis choquée quand je vois sur les plateaux de télé des gens qui passent leur temps à débiter des fake news, des contre-vérités, et puis au fond qui ne disent rien d'intéressant pour les populations. Dans ce cas d'école de plus de 3 tours d'horloge, il a été proposé un débat radio-télévisé entre tous les candidats à l'élection présidentielle de 2024.
Allons à présent dans le sud du pays. Pour permettre aux écoles d'être financièrement autonomes à Kafountine, le maire a décidé d'implanter 17 fermes agricoles scolaires. Environ 1,5 hectare de terre sera attribué à chaque école. Et au-delà de l'aspect économique de ce projet, conduit par l'ISRA de Ziguinchor, a également une portée éducative. Daouda Diata, maire de Kafountine, nous dit tout au micro d'Assanba. Nous avons pensé à un programme innovant pour prendre en charge les besoins financiers de l'éducation. Raison pour laquelle nous avons conçu ce programme, ce concept formulé en programme de ferme agricole scolaire, communément appelé autant jardin scolaire. Mais pour cette fois-ci, nous avons voulu moderniser avec des experts agricoles, l'ISRA de Ziguinchor. Et je salue vraiment le portage du programme et la prise vraiment bon, je ne dirais pas de conscience, mais sinon le portage du programme par l'inspecteur d'académie de Ziguinchor et l'IF de Bignona, qui ont tous été là pour magnifier et saluer le programme. Et vraiment, ils ont donné des instructions fermes et des engagements fermes à faire de ce programme de ferme agricole-là un modèle au Sénégal. Comptons en implanter 17 pour le moment, avec un minimum de 1,5 hectare par ferme agricole dans la commune de Kafountine. Alors, comme je l'ai dit, la commune va commencer à dérouler ce programme de par ses propres moyens, en attendant d'avoir les partenaires qui seraient intéressés pour appuyer. Parce qu'il y a des prérequis qui sont là. Et puis Kaolack abrite désormais le plus grand hypermarché de l'Afrique de l'Ouest, une infrastructure ultra moderne bâtie sur près de 5000 mètres carrés. Day-to-day hypermarché devrait permettre à 100 jeunes de la région d'obtenir un emploi. L'objectif pour le promoteur est de participer au développement de la capitale du Saloum. Plus de précisions avec Adamassar et Astumbaye. Construit sur une superficie de 5000 mètres carrés, le plus grand hypermarché de l'Afrique de l'Ouest emploie plus de 100 personnes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 100 emplois, directs et indirects. Donc, quand je parle de direct et indirect, direct, c'est ceux qui ont des contrats signés, et les autres, c'est les prestataires, donc qui sont là et qui travaillent directement dans ce cadre. Si on calcule, si on y ajoute même la sécurité, les vigilés et autres, on est à plus de 100. Parce que eux, c'est de l'indirect. Parce qu'ils travaillent, c'est nous qui les payons. Même si la société ne nous appartient pas, mais c'est ce qu'on appelle l'indirect, par exemple. Bon, donc, à ce niveau-là, on a commencé à avoir aussi d'autres prestataires de services. Il y a qui ont livré ici à Kaolack la viande, il y a qui ont livré du poisson, il y a qui ont livré des fruits et légumes, il y en a qui ont livré des céréales, il y a une boulangerie qui a ici un stand, etc., etc. Comme ça, ça fait avancer un petit peu donc la région. En termes de chiffres, moi, par rapport au day-to-day, on doit être sûrement, je ne sais pas, entre 2 ou 3 milliards. Selon son promoteur, l'objectif est de redorer le blason de la ville de Kaolack, qui a été alors la deuxième ville du Sénégal. Faire un appel du pied à la population de Kaolack, surtout au privé, afin qu'on essaie de changer le visage de Kaolack. L'État ne peut pas tout faire. Les infrastructures privées, les industries, pour tout ce qui est mise en place de PME, PMI, etc., ça c'est nous les privés. Donc c'est à nous de créer en tout cas les besoins qui nous permettent donc de relancer économiquement parlant la ville de Kaolack, qui fut
la deuxième capitale économique du Sénégal, après Dakar, mais qui a sombré. On s'en rend compte aujourd'hui. Mais ce n'est pas impossible, en tout cas, de relancer économiquement parlant notre chère ville. Et il faut qu'on le fasse en unissant nos forces et en essayant ensemble de mettre en place des projets communs. Après l'hypermarché Day to Day, d'autres infrastructures sont programmées dans la capitale du Saloum. Parlons sport à présent. Hier, mercredi, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer s'est qualifiée pour la 3e fois d'affilée à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le beach soccer, un sport qui est en train de devenir populaire au Sénégal. Des jeunes qui pratiquent le football de plage ont réagi à cette qualification, mais également à la forme de l'équipe nationale de beach soccer dans ce reportage d'Adia Sissé et Moussa Fall. Mamadou Aziz Traoré s'entraîne régulièrement à la plage de Yoff avec ses amis. Ce sportif est fier de voir l'équipe sénégalaise triompher dans le beach soccer. Ils sont bien, on a déjà beaucoup de trophées, on a pris beaucoup de cannes et faire beaucoup de choses à la Coupe du Monde passée. Bien vrai qu'on a été éliminés, si je m'en souviens bien, en quart de finale, je sais pas, demi-finale, mais ils étaient bien, ils avaient fait une belle performance. Même s'il admet tout de même préférer le football sur gazon. J'aime pas trop le sable, c'est pour cela je préfère plus le foot du gazon. On ne sait pas ce que Dieu va décider un jour. Si peut-être on est en train de jouer ici un jour, une équipe peut nous prendre en beach soccer et puis on va essayer quand même de jouer avec eux. Pratiquer le football à la plage et non sur un terrain est vital pour Mamadou Gueye. Il se revendique du beach soccer. C'est une bénédiction de faire du sport à la plage. C'est une bonne opportunité. Et c'est mieux parce que tu as l'air pur. Ça te renforce. Tu peux travailler tes muscles, le cardio. C'est pourquoi, par chance, je m'entraîne à la plage. Par chance, je pratique le sport. Passionné de football mais récemment blessé, Moustapha Biaye nous partage son ambition de devenir un jour un joueur de beach soccer reconnu. Je jouais au beach soccer. Je vais être un joueur du beach soccer, pourquoi pas? Parce que c'est un très bon sport. L'équipe nationale de beach soccer disputera sa 8e finale de la Coupe d'Afrique ce vendredi 28 octobre, l'occasion pour les Lions d'accentuer leur domination sur le continent. Et ce soir, coup de projecteur sur l'art environnemental, une voie artistique, choisie par un jeune photographe du nom de Chérif Khouri, un jeune photographe pour valoriser l'œuvre des femmes dans la préservation de la mangrove et au-delà de l'aspect écologique, c'est leur poids économique qui a été mis en avant lors de ce vernissage. Papa Ibrahima Ndiaye et Serine Saliodem. Le smartphone entre les mains de toutes générations confondues pour immortaliser le moment. Des prises pour célébrer également des militantes de l'environnement. Exceptionnellement, ces femmes de Nemaba, une localité dans la commune de Toubacouta, à Fatick, ont accepté de sortir les pieds dans l'eau. Loin de leur terre natale, à Dakar, elles profitent de l'exposition, jetant un regard artistique sur le rôle crucial dans la préservation de l'écosystème de la mangrove. Wa solo mangrove moo ne ñun buñ ko doon xaymate dañu naan or la buñ ko doon kii ci doom yi tamit dañu naan mooy suñu doom bu góor ndaxte boo ne mangrove produit halieutique boo ko waxee mangrove moo ci jiitu fu mangrove nekkut leneen du fa nekk ndax boo ne jën ci mangrove bi lay juree door a mun a génn ci bolon bu mag bi boo ne yoxos ci mangrove bi lay tafu door a mun a def màggaayam boo ne paañi tamit ci mangrove bi lay dugg sànni lavam ba mun a nekk ay doom. Un regard artistique sur le poids écologique et économique de ces femmes est l'œuvre de Chérif Khouri. Un vernissage berçant les curieux dans les marées de sueur. Les marées de sueur montrent en quelque sorte le travail conséquent abattu par les femmes. Au début, les femmes commençaient à replanter la mangrove pour faire revivre l'écosystème et l'environnement de Nyombato.
ça m'a inspiré. Saint-Louis est touché par le phénomène de changement climatique. Non pas seulement ce phénomène, mais aussi le phénomène de la migration aussi. Avant Make Waves, j'ai fait un film avec Waterbeer, un film du nom de Mam Koumba Bang. Et dans ce film, nous avons essayé de décliner et de montrer est-ce que nos arrière-grands-parents, ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire la protection de l'environnement, de l'écosystème, est-ce que la génération d'aujourd'hui le fait jusqu'à présent? Et dans ce film, nous avons aussi montré voilà, comment l'environnement de Saint-Louis est dégradé aujourd'hui. À travers ces clichés, pas besoin d'être un initié de l'art pour décoder le message. Une démarche voulue et encouragée par Core Africa, une organisation écologique basée sur le volontariat. Core Africa a lancé récemment une initiative qui s'appelle Core Africa Green, dont l'objectif est de positionner les jeunes volontaires comme solution pour appuyer les questions de résilience communautaire face au changement climatique. Donc à travers l'affectation de volontaires qui sont de jeunes diplômés universitaires dans les communautés des îles du Saloum, nous avons encouragé ces volontaires à travailler au quotidien avec les femmes pour des actions qui préservent l'écosystème de la mangrove que je disais tout à l'heure est source de vie et de survie dans la mesure où la mangrove permet à ces femmes de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, à l'éducation, mais en même temps la mangrove, comme on le sait, stocke le CO2 et libère de l'oxygène. Au-delà de Nemaba, Chérif Khouri, armé de son appareil, compte parcourir le pays à la rencontre des marées de sueur. Et pour faire le portrait de ces femmes qui donnent de la voix dans le but de porter haut le combat de l'Afrique face au changement climatique. Merci Papa Ibrahima Ndiaye, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.media.sn. Demain à 19h45, retrouvez Audio. Bonne suite des programmes sur ITV.